Il est l'heure du 20h sur la télévision première. En voici les principales articulations. L'éducation pour tous, tel est le 4e des objectifs de développement durable à atteindre par tous les pays. Au Togo aussi, on s'active pour relever ce défi. En témoigne la réunion de ce mercredi entre les parlementaires et les membres de la coalition nationale togolaise pour l'éducation. Les détails tout de suite dans ce journal. Et puis l'autre grand défi du gouvernement togolais est la réduction de la mortalité infantile. Pour cela, demain débutent officiellement les journées de la santé de l'enfant. Leur déroulement tout de suite dans cette édition. Voilà pour les titres, madame, monsieur, bonsoir. Les parlementaires de la commission éducation à l'Assemblée nationale étaient en réunion ce matin avec les membres de la coalition nationale togolaise pour l'éducation. Il était question pour les deux parties d'échanger sur l'agenda du secteur éducatif, le 4e des objectifs de développement durable. À quelle fin? Ekwe Sala, Honoré Mondro et Pierre Soussoukbo nous répondent. Une éducation de qualité pour tous à l'horizon 2030, tel est le nouvel agenda de l'éducation contenu dans le point 4 des objectifs pour le développement durable adopté par l'ONU en septembre 2015 à New York. Au Togo, la coalition nationale pour l'éducation pour tous s'est appropriée la problématique et a réuni les députés de la commission de l'éducation à cet effet. Il est alors question de les associer au regard des actions à mener pour l'atteinte de cet objectif. La séance d'aujourd'hui, c'est de leur monter les indicateurs avec lesquels on peut apprécier si l'action éducative est une action de qualité, mais aussi de se familiariser avec les indicateurs d'analyse, de description de la qualité de l'éducation. Les parlementaires estiment que cet atelier d'information va les outiller dans l'exécution de leur mission au sein de la commission en charge de l'éducation. Dans le rôle du parlementaire, c'est d'aller sensibiliser nos populations pour que tout le monde mette tous les enfants à l'école, même ceux porteurs de handicap, et aussi la jeune fille. Quand on mettra tout ce monde à l'école, il faudra bien que quelque part, qu'il y ait des structures pour accueillir ces enfants. Il faudrait bien qu'il y ait des enseignants bien formés pour donner la formation, l'éducation à ces enfants. C'est là où le second rôle du député va intervenir en termes de plaidoyer. Depuis sa création en 2010, la commission de l'éducation a posé des actes significatifs dans l'appui au secteur de l'éducation. En témoigne la hausse du budget de l'État à l'éducation qui a évolué de 23,7% en 2010 à presque 30% en 2017. La santé de l'enfant et de la femme enceinte est également une priorité pour l'État togolais. Et pour réduire la mortalité et la morbidité élevée des enfants de 0 à 59 mois et des femmes enceintes, le gouvernement a mis en place avec ses partenaires, l'OMS et l'UNICEF, les journées de la santé de l'enfant au Togo, JSE. Ceci pour les protéger des maladies évitables. Après la phase pilote l'année dernière dans les régions de la Kara et des Savanes, les JSE sont lancés à l'échelle nationale cette année. Le compte rendu avec Lucassi, Yasmine Kodia et Rachel Aouko. Les journées de santé de l'enfant au Togo, JSE, un nouveau concept porté par le gouvernement et ses partenaires pour réduire la morbidité et la mortalité infanto-juvénile. Ces journées offrent aux enfants de moins de 5 ans et aux femmes enceintes un paquet de services sanitaires préventifs et promotionnels gratuits visant à les protéger des maladies évitables par la vaccination. Ces enfants bénéficieront des suppléments en vitamine A et des séances de déparasitage en albendazole. La phase pilote de ces journées a connu un succès dans les régions de la Kara et des Savanes, d'où leur extension à l'échelle nationale. Cette phase pilote donc nous a permis d'atteindre plus de 90% de couverture, même 92% je dirais de couverture pour les interventions qui ont été menées dans ces régions. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas pu être vaccinés, soit parce qu'ils sont loin d'une structure de santé, soit parce qu'ils ont raté une opportunité. Et donc c'est une opportunité pour que ces enfants-là soient rattrapés et soient vaccinés contre les maladies qu'on connaît, les 13 maladies contre lesquelles on vaccine les enfants et qui ont un impact extrêmement important sur la mortalité. La vaccination des femmes enceintes contre le tétanos pour les protéger elles-mêmes
mais pour protéger aussi leurs enfants, le futur nouveau-né, contre le tétanos, qui est une maladie qui tue beaucoup d'enfants nouveau-nés. Les équipes sont dans les structures de santé, mais aussi là où les populations sont loin des structures de santé, les équipes vont se déplacer elles-mêmes pour aller dans les villages qui sont à plus de 5 km de structure, et même dans celles qui sont à plus de 15 km, il y a une stratégie aussi pour que tout ce monde-là soit atteint. Cette journée, financée par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, à hauteur de 250 millions de francs CFA, prend en compte pour l'édition de cette année plus de 1 500 000 enfants. L'extension de cette journée à tout le pays traduit la volonté du gouvernement et de ses partenaires de renforcer la lutte contre les maladies meurtrières de l'enfant conformément à notre plan national de développement sanitaire. Les objectifs assignés aux journées sont la supplémentation en vitamine A d'au moins 90% des enfants âgés de 6 à 59 mois 2 fois par an. La vaccination d'au moins 90% des femmes enceintes non vaccinées. Les journées de santé de l'enfant 2017 se tiendront sur toute l'étendue du territoire national du 23 au 26 février prochain. Et à l'hôpital de Bepota à Lomé, on n'a pas attendu le demain pour le lancement officiel de ces journées de la santé de l'enfant. L'opération de vaccination des enfants a débuté ce matin. Dodo Hari, Clarisse Atikle. Célébration des journées de santé de l'enfant édition 2017 au Togo. Les activités sont focalisées sur la vaccination des enfants. Elle est officiellement lancée ici pour le compte de la région Lomé commune. Du 23 au 26 février, 4 journées au cours desquelles les enfants de 0 à 59 mois recevront gratuitement 3 interventions intégrées, à savoir la supplémentation en vitamine A, le déparasitage et la vaccination contre les 11 maladies évitables par la vaccination, notamment la tuberculose, la poliomyélite. Ces interventions sont 1. La supplémentation en vitamine A chez les enfants de 6 à 59 mois pour une bonne vision, une bonne protection et un développement harmonieux de ces enfants. 2. C'est le déparasitage à l'albendazole chez les enfants de 12 à 59 mois pour éviter l'anémie et la malnutrition. Et la 3e intervention, c'est la vaccination. Et ces vaccinations se feront chez les enfants de 0 à 23 mois, non vaccinés ou incomplètement vaccinés. Il s'agit à travers cette campagne de renforcer la prise en charge sanitaire des centres de santé pour ainsi relever la couverture vaccinale au Togo. Elle cible cette année, pour le compte de Lomé commune, 210 enfants de 0 à 59 mois et 45 femmes enceintes qui seront vaccinées contre le tétanos afin de protéger la maman et le bébé à la naissance. Nos équipes de vaccination et de volontaires seront positionnées soit dans les formations sanitaires, soit dans les églises, les mosquées, les places publiques pour offrir gratuitement 3 interventions intégrées pour la survie du couple mère-enfant. Les parents sont donc invités à amener les enfants avec les carnets de santé, la carte de vaccination ou les cartes jaunes CPC des enfants. Pour les femmes enceintes, se munir du carnet de consultation prénatale. La mise en place d'un cadre de concertation sur les questions du droit à l'alimentation et à la sécurité alimentaire au niveau national est une recommandation de la revue Diagnostic du droit à l'alimentation au Togo. Pour fixer alors le rôle et les missions à assigner à ce Conseil national pour la sécurité alimentaire, toutes les parties prenantes se sont retrouvées ce mercredi à Lomé. Yata Aratem, Lucassi et Christine Petit-Kialoudé pour le compte-rendu de la rencontre. La mise en œuvre du programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire PNIASA par le Togo depuis 2010 a permis d'insuffler une nouvelle dynamique au secteur agricole. Ceci afin d'accroître la productivité, les revenus des agriculteurs et garantir une alimentation adéquate et abondante à tous. Il devient donc impérieux de créer un Conseil national pour la sécurité alimentaire en vue de capitaliser ses acquis. Après 5 ans d'exécution du PNIASA avec plusieurs
action et une importante production excédentaire. Il faut maintenant qu'on voit comment on s'organise pour que les acteurs se parlent. Les discussions, le partage d'expérience va nous permettre de nous orienter davantage et de savoir quelle est la forme, parce qu'il y a des formes variées et diverses selon les pays. Et donc, l'objectif, c'est de susciter les réflexions, de voir toutes les possibilités, analyser chacune pour voir les avantages et les inconvénients. Et c'est les acteurs du pays, avec bien sûr l'appui de la FAO, qui vont se convenir de la forme. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO entend promouvoir le droit à l'alimentation à travers ce conseil. L'atelier de ce jour vise à mettre en œuvre une recommandation importante de la revue diagnostique conduite au Togo en 2015 sur la promotion d'un environnement juridique et politique propice à la réalisation du droit à une alimentation adéquate au Togo. C'est à travers les institutions que les connaissances, le savoir-faire et les attitudes ou les comportements indispensables au fonctionnement des organisations se structurent et se cristallisent. Cette rencontre d'échange favorisera non seulement la définition des rôles et missions du cadre de concertation sur la sécurité alimentaire qui sera créé, mais aussi le partage des expériences des pays ayant déjà excellé dans le domaine comme le Sénégal et la Bolivie. Et parlons toujours de sécurité alimentaire. Sachez que près de 60 000 personnes coupées du monde vivent dans des conditions plutôt précaires au nord du Nigeria. Elles manquent de tout et surtout de nourriture, conséquence des exactions du groupe islamiste Boko Haram. Au visage et sa jambe est cassée. Cette femme a survécu à un assaut de l'armée nigériane contre des insurgés de Boko Haram. À ses côtés, cette jeune fille a également été blessée dans l'attaque du village. À Dikwa, dans le nord-est du Nigeria, 200 à 300 déplacés arrivent chaque jour. Ils fuient la misère et l'insécurité. Actuellement, ils sont près de 57 000 à vivre dans des camps coupés du monde et dépendant de l'aide humanitaire internationale. À leur arrivée, leur hygiène, leur santé et leur alimentation sont très mauvaises. Mais comme ils arrivent, nous leur venons en aide. Nous recherchons leurs proches et nous nous assurons qu'ils ont des vivres et des médicaments. Ces dernières années, le groupe islamiste Boko Haram a dévasté le nord du Nigeria. On compte plus de 20 000 morts et quelques 2,5 millions de déplacés. Autre conséquence de ce conflit, la malnutrition. Selon l'UNICEF, des centaines de milliers d'enfants en souffrent. Au village, parfois il y avait à manger, mais pas toujours. Je suis donc venue ici au camp à cause du manque de nourriture. Grâce à Dieu, les agences humanitaires nous aident et nous donnent à manger. Une aide essentielle, mais pas suffisante. Dans cet autre camp de déplacés, nourriture et soins médicaux sont quasi inexistants. Il leur faut plus de nourriture et comme vous pouvez le voir, il leur faut des vêtements et du savon pour se laver. Pour l'eau, il y a la queue. Ils n'ont qu'une source d'eau dans le camp. Il y en avait une dehors, mais elle n'est plus potable. Il y a tellement de choses qu'il leur manque. Une situation d'autant plus grave que l'activité économique de la région est au point mort. Le commerce est étroitement surveillé car l'armée soupçonne les civils de collaborer avec les insurgés islamistes. Auparavant première économie d'Afrique, depuis septembre, le Nigeria s'enfonce dans la récession. Retour en page nationale, nous vous annoncions depuis plusieurs jours la mission d'une délégation rwandaise au Togo. Délégation invitée par le Ashkroun pour un échange d'expériences sur la réconciliation et la mise en œuvre des réformes. Plusieurs journées de fructueux échanges avec diverses composantes de la vie sociopolitique du pays, dont Edem Soussoupo nous fait le résumé. Au cours de leur séjour dans la capitale togolaise, les experts rwandais ont rencontré les membres du Ashkroun, de la commission des réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles, les représentants des institutions de la République et des départements ministériels. Ces rencontres ont été élargies à la société civile, aux syndicats et aux professionnels des médias.
Conformément au centre d'intérêt identifié par le Ashkroun, les débats ont porté sur plusieurs thématiques relatives aux réformes institutionnelles, administratives et à la décentralisation. Ces experts de l'Office rwandais de la gouvernance ont également abordé les questions liées aux stratégies de construction de l'unité et de la réconciliation ainsi qu'aux mesures d'apaisement et de réparation des victimes. Ils ont aussi réfléchi aux mécanismes constitutionnels qui favorisent le consensus, stimulent une participation inclusive à la gestion de la chose publique et renforcent la cohésion sociale. Direction maintenant à Hepepogla, dans la préfecture de Yoto, où le groupe Dunegno, en collaboration avec la fondation Heidelberg Cement, vient de lancer une formation de 3 jours au profit des leaders traditionnels, les têtes couronnées donc. Rôle et responsabilité des leaders traditionnels dans le processus de développement communautaire sera la thématique de la dite formation. Le compte rendu avec Gérard Lagoudou. Tout processus de développement nécessite l'implication de toutes les couches sociales. Un pari que le groupe Dunegno compte gagner dans la préfecture de Yoto à travers des séances de travail avec la population à la base. Ici, ce sont les chefs traditionnels qui sont à l'honneur. Une rencontre axée sur le thème « Rôle et responsabilité des leaders traditionnels dans le processus de développement communautaire ». Le gouvernement fait des efforts importants pour répondre aux besoins prioritaires et urgents des populations. Mais nous croyons également qu'il est important qu'au niveau de la base, nous-mêmes nous puissions nous organiser avec attendre les efforts du gouvernement. Et vous savez que les chefs traditionnels constituent le socle de nos sociétés. Donc en les initiant et en échangeant avec eux sur le développement communautaire, nous pensons qu'ils vont baliser la voie pour la mise en place des structures opérationnelles et fiables de développement communautaire. Nous allons parler avec les gens, nous allons échanger avec eux, nous allons discuter avec eux, afin que les gens comprennent que nous devons nous mettre maintenant ensemble pour regarder dans une seule vision. Et cette vision, c'est la vision du développement. Et comme je l'ai dit, il y a un temps pour la politique, mais il y a un temps pour le développement. Et au temps du développement, nous sommes obligés d'être ensemble. Cette session, initiée en collaboration avec la fondation du groupe Heidelberg Cement, touchera dans les prochains jours d'autres leaders d'opinion dans la préfecture de Yoto. Une démarche bien appréciée par les chefs traditionnels, surtout dans le processus de décentralisation du pays. Développement communautaire toujours, cette fois-ci dans les savanes où la coordination nationale du PUDC, programme d'urgence de développement communautaire, a procédé à la remise symbolique de sites d'infrastructures socio-communautaires aux entreprises pour leur réalisation dans des délais prévus. Une remise précédée d'une sensibilisation des acteurs sur le plan détaillé du programme dans les savanes pour les inviter ainsi à participer activement à la matérialisation du programme qui combat la pauvreté à la base, comme le veut le chef de l'État. Le compte rendu avec la correspondance sur place de Désiré à l'œil. Progressivement, le PUDC, Programme d'urgence de développement communautaire, prend forme. Nous sommes sur le tronçon Tandjouar-Yembour-Nano en réhabilitation, un volet du programme en pleine exécution. Au même moment, voici à quoi va ressembler d'autres réalisations, les infrastructures scolaires, sanitaires, hydrauliques, énergie et agricole pour le compte de la région des Savanes. L'hôpital de Mango, par exemple, sera entièrement rénové pour accroître davantage la qualité des prestations des soins. Et ici, à Nassong, à Tamong, dans Tandjouar, un dispensaire. Notre centre de santé. Maintenant, nous sommes contents. Je suis très content. Avant, on souffrait à cause des femmes qui veulent accoucher. Ceux qui veulent accoucher, c'est dur, on l'amène souvent à Tandjouaré ou bien à Dakar ou bien à Yembou. Mais maintenant, on a amené pour nous maintenant. Arrivé, il faut remercier le chef de l'État. À Naki Ouest, c'est un bâtiment scolaire au lycée pour décongestionner le CEG. C'est un bâtiment à 4 salles de classe, plus un laboratoire. Et un autre bâtiment considéré comme bloc administratif. Donc il peut faire la bibliothèque dedans. Nous avons 5 mois à réaliser ces ouvrages. Globalement, les 7 préfectures de la région des Savanes seront servies. Coût des financements, 9 milliards 200 millions de francs CFA. Une vision du chef de l'État pour renforcer l'accès des populations aux infrastructures et équipements socio-économiques de base. Dans la région des Savanes, il est prévu 12 sites
pour bénéficier des infrastructures scolaires et 5 pour les infrastructures de santé. Il y a eu la mission d'identification de 3 sites au niveau des savanes pour recevoir les zones d'aménagement agricole planifiées. Mango va également bénéficier de la construction d'une maison de jeunes qui a été officiellement lancée le vendredi passé. Et puis il y a des lampadaires qu'on va installer. Pour le compte de la région des savanes, il y a 1680 forages. Nous encourageons les entreprises à recruter la main-d'œuvre locale pour amener les jeunes également à participer. Avant la remise symbolique des sites, chefs cantons, ONG, responsables de services et autres acteurs locaux partenaires à Dapan et à Mango sont sensibilisés sur les composantes, les objectifs et le plan détaillé des ouvrages à réaliser dans les savanes afin de mieux satisfaire les milieux mal ou peu desservis et répondre valablement au vaste programme social prévu par le chef de l'État. L'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, qui a pour mission de créer un meilleur cadre de vie pour les populations, a effectué hier mardi une visite dans les unités industrielles de la zone portuaire. Cette visite s'étendra jusqu'au 14 mars prochain et permettra donc aux responsables de cette unité non seulement de contrôler la gestion des déchets dans les dites entreprises industrielles, mais aussi de faire des recommandations pour l'amélioration de ce système de gestion. Yata Aratem, Ekwe Sala et Rachel Aoko pour le compte-rendu de la visite. L'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, ANASAP, est ici à Nyoto pour le suivi et le contrôle environnemental. Il s'agit pour elle de faire l'état des lieux de la salubrité générale et d'apprécier le système de gestion de ces déchets en vue de proposer des actions concrètes pour l'amélioration des conditions de travail et du cadre de vie des populations. Nous avons 3 types de déchets ici. À ces 3 niveaux-là, nous avons mis en place un système de traitement de ces déchets. Au niveau des déchets solides, nous avons 2 catégories. Nous avons des déchets qui viennent directement du traitement des matières premières que nous utilisons ici, notamment les graines de coton, les amandes de karité. Ces déchets-là, en réalité, sont valorisés ici, dans nos chaudières, en étant utilisés comme des combustibles, ce qui nous permet également de produire de la vapeur pour le process et de produire de l'énergie électrique. Au niveau de la 2e catégorie, nous avons des déchets qui sont comme des ordures ménagères et ces ordures-là, nous les avons confié son traitement à un partenaire, c'est-à-dire un prestataire qui les enlève à une fréquence régulière suivant l'évolution du niveau de déchets. C'est juste un contrôle pour voir quelle est la procédure de gestion, d'élimination plutôt de ces déchets. Est-ce qu'ils suivent les normes qui sont internationalement reconnues? Dans le cas échéant, nous allons produire un rapport et avec des recommandations. Après cette mission de contrôle, il y aura un suivi pour voir si les unités industrielles qui ont été contrôlées mettent en application les recommandations qui ont été relevées de ce contrôle. Cette mission de contrôle de l'ANASAP va prendre en compte 28 unités industrielles dans la zone portuaire et va durer 22 jours. L'initiative est soutenue par le service d'hygiène et d'assainissement Lomé Commune et l'Agence nationale pour la gestion de l'environnement, ANGE. La suite de cette édition à présent avec cette mise au point du procureur de la République. Depuis quelques jours, suite à une agression dont aurait été victime le nommé Robert Kossi Avotor, journaliste au bi-hebdomadaire L'Alternative, une partie des médias privés, pour des raisons inavouées, se livre à des informations relativement au traitement réservé par le procureur de la République à la plainte déposée par ce dernier. Il a été en effet rapporté que le procureur de la République a refusé de recevoir la plainte du journaliste et chassé celui-ci de son bureau. Ces manœuvres qui visent à distraire l'opinion nationale, voire internationale, et à jeter un discrédit sur l'institution judiciaire appellent à la mise au point suivante. 1. Le nommé Robert Kossi Avotor s'est présenté au 4e substitut du procureur le 8 février 2017, à qui il a déclaré oralement porter plainte contre les éléments de la gendarmerie pour des faits de voies de fait sur sa personne. Ce magistrat lui a indiqué de saisir le parquet par une plainte écrite.
Dans la même journée, le plaignant est revenu avec cette plainte manuscrite sur laquelle ne figuraient pas ses contacts téléphoniques. Le substitut lui recommanda de compléter les informations manquantes et de la déposer ensuite au secrétariat général du parquet où sont centralisées toutes les plaintes. Ce n'est que le 10 février 2017 que cette plainte, cette fois-ci tapuscrite, a été déposée et enregistrée sous le numéro 011 78 2. Il en résulte que contrairement aux différents propos partagés sur les réseaux sociaux et publications de la presse, le parquet a bien reçu la plainte de sieur Robert Kossi Avotor et n'a jamais chassé celui-ci qui du reste ne s'est ni personnellement présenté devant le procureur de la République, encore moins traité directement avec ce dernier. 3. Dans la journée du 20 février 2017, donnant suite aux différentes plaintes enregistrées durant la semaine du 10 au 17 février 2017 et au regard de la nature des faits rapportés, le procureur de la République a ouvert une enquête aux fins de vérification des allégations du nommé Robert Kossi Avotor. Le résultat de l'enquête est attendu. Dans l'attente de ce résultat, le procureur de la République appelle les uns et les autres au bon sens et à la retenue et rappelle que conformément aux dispositions de l'article 497 du nouveau code pénal, les auteurs de diffusion de fausses nouvelles de nature à troubler l'ordre public et la paix sociale pourraient faire l'objet de poursuites judiciaires. Sport football, à présent, 2 semaines après la CAN Gabon 2017, le comité de mobilisation de fonds pour la participation des éperviers à cette compétition a présenté cet après-midi, au cours d'une conférence de presse, le rapport de la mission. Les détails avec ce compte-rendu de Lamine Koko Konaté. Sur le budget prévisionnel de 5 milliards, le comité de mobilisation des fonds pour la participation des éperviers à la CAN Gabon 2017 a pu récolter 986 107 732 francs CFA. Ces fonds ont été collectés grâce à un compte bancaire au transfert Flouze et Timoni. Les fonds mobilisés sur le compte Orabank étaient de 985 479 717 francs CFA et 415 169 francs CFA pour le compte Flouze et 212 846 francs CFA pour le Timoni, soit un total de 986 107 732 francs CFA. Cette sortie médiatique met fin à la mission de ce comité. D'une manière générale, nous sommes satisfaits de cette campagne de mobilisation des fonds. C'est pour vraiment faire taire toute suspicion et dire à toute la population qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle donne. La nouvelle donne, c'est de faire en sorte que tout ce qui se passe soit vraiment fait dans la transparence et qu'on rende compte. Les fonds mobilisés ont été mis à la disposition du comité de gestion à qui revient le bilan des dépenses effectuées. En rappel, pour cette campagne 2017, ils sont 4 comités mis en place par le gouvernement togolais. Les comités de supervision, d'organisation, de mobilisation et de gestion des fonds. Et restons toujours dans le domaine sportif pour vous parler de cette discipline qui a de beaux jours devant elle dans notre pays, l'escrime. Et la toute première édition du championnat d'escrime a eu lieu dans la ville d'Atakpamé. Sur place, la correspondance de Yves Agbevivi. 8 clubs sur les 13 que compte le Togo ont pris part à la première édition du championnat national d'escrime tenu à Atakpamé. Des escrimeurs venus de Dapaon, de Lomé et d'Atakpamé se sont mesurés durant cette première édition lancée par le préfet de Logou Edo Akakpo. Plusieurs épreuves ont animé la rencontre, notamment le sabre, l'épée et le fleuret.
En sabre, mademoiselle Françoise Koutoglo du club Zoro Lomé a emporté la médaille d'or et en fleuret, c'est Djibril Lafo du club d'Artagnan Lomé qui a gagné le premier trophée. Nous sommes très contents et il y a eu 48 escrimeurs qui ont fait le déplacement à Tapamé pour pouvoir monnayer leur talent. Et nous avons découvert beaucoup de talents. Et ce qui m'a beaucoup impressionné aussi, et les athlètes qui sont présélectionnés pour représenter le Togo au championnat d'Afrique des juniors qui vont se dérouler à Yamoussoukro du 7 au 12 mars prochain, ont fait bonne impression et ils ont monté sur le haut du podium. Et ce qui fait que c'est une bonne impression pour nous et nous comptons sur eux pour qu'ils puissent nous ramener et monter sur le podium à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. C'est en 2003 que le jeu d'escrime est arrivé au Togo. La fédération, elle, a été créée 5 ans après, en 2008. Voilà, c'est sur ce savoir-faire des jeunes escrimeurs togolais que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Les autres rendez-vous avec l'actualité à 22h30. Vous serez en compagnie de Edem Soussouko pour la dernière édition du journal. Demain, le journal de la mi-journée vous sera présenté par Esther Laclé. Je vous retrouve ici à 20h pour la grande édition du soir. Au revoir.